Mesdames, Messieurs, je vous présente Antonio Gaudí. Nous sommes à Léon. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de commencer la visite de cette ville que la maison qu'il a construite ici? L'une des seules maisons, l'un des seuls bâtiments même construits par Antonio Gaudí hors de Catalogne. On en a déjà vu un vers Comillas, c'est juste ici. Et on en découvre un autre, c'est la Casa Botines. Alors évidemment, l'architecture est toujours assez spéciale, quoique ici, on est plutôt sur du soft, on va dire, pour Antonio Gaudí. Donc c'est un musée désormais, la Casa Botines, et on va bien tout simplement rentrer à l'intérieur pour voir ce que ça donne de l'intérieur. Ça doit être aussi particulier que de l'extérieur et que tous les établissements, que tous les bâtiments et que toutes les œuvres d'Antonio Gaudí. Et plus globalement, aujourd'hui, je t'emmène avec moi découvrir cette ville de Léon, ville assez importante ici pour la région de Castille et Léon. Il y a à peu près 120-130 000 personnes qui y habitent. On est sur la 3e ou 4e plus grosse ville de la région, après Valladolid qui est la capitale, après Burgos notamment également. Et puis voilà, on va se balader aujourd'hui tranquillement dans les vieilles rues de cette ville qui a l'air assez sympathique. La Casa Botines est l'une des 3 maisons construites par Antonio Gaudí hors de Catalogne, avec le palais épiscopal d'Astorga situé à quelques kilomètres de Léon et El Capricho situé à Comillas en Cantabrie. L'histoire commence en 1887 lorsque Gaudí est chargé par Simón Fernández et Mariano Andrés, 2 associés propriétaires d'un entrepôt textile et d'un bureau de change dans la ville. Antonio Gaudí décide alors de s'inspirer des constructions de la bourgeoisie barcelonaise et parisienne, notamment celles proposées par Napoléon III et le baron Haussmann. Il conçoit alors un bâtiment de 7 étages reprenant ce principe, le sous-sol pour le stockage, le rez-de-chaussée pour les commerces, le premier étage dit noble pour les propriétaires et les étages supérieurs pour la location jusqu'au dernier étage abritant les locaux de stockage et les logements du jardinier sous un toit en croupe incliné. Construite à la fin du XXe siècle, la Casa Botines est le premier immeuble réalisé par l'architecte et où s'expriment pour l'une des premières fois ses idées modernes et audacieuses, ainsi que certaines innovations structurales et conceptuelles qui l'accompagneront pour ses prochaines réalisations. Après avoir servi de siège social aux entreprises de Simón Fernández et de Mariano Andrés, la Casa Botines change de direction en 1929 avant d'être rachetée par la Caisse d'épargne et de prêt sur gage de la ville. Ce n'est qu'en 2017, après quasiment une décennie d'usage bancaire, que la Casa Botines est transformée en musée et ouvre ses portes au public. Et donc juste à côté de cette maison Gaudí, nous avons le Palacio de los Guzmanes qui a été construit entre 1560 et 1572 juste ici, qui désormais est la propriété de la Diputación, donc c'est la province en gros de Léon, puisque la province de Léon fait partie de la région Castille et Léon, et il y a une autre province du côté de Burgos. Donc joli bâtiment, on va rentrer à l'intérieur, voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on peut y accéder réellement, mais on va voir ça. Le palais de los Guzmanes, conçu par Rodrigo Gil de Hontañón, mais réalisé par son disciple Juan del Ribero Rada, est un exemple d'architecture palatiale de la Renaissance espagnole. Les travaux débutent en 1577 à la demande de Don Ramiro Núñez de Guzmán et se poursuivent jusqu'au XVIIe siècle, soutenus par son fils Don Juan de Quiñones et Guzmán, évêque de Calahorra.
Depuis 1882, le palais est devenu le siège du conseil provincial de Léon qui a par ailleurs réalisé des travaux d'agrandissement sur le bâtiment. Bon, je suis en train de longer ce palais et l'idée ça va être tout simplement de visiter un petit peu cette ville en se laissant porter. Là je suis sur la rue principale, je suis logé d'ailleurs sur cette rue principale, donc c'est vraiment parfait. Et on va tout simplement longer cette rue principale jusqu'à la place de la cathédrale, puisque oui, ici aussi il y a une cathédrale, un peu comme dans toutes les villes d'Espagne. Cette cathédrale est assez jolie, on va aller la voir dès l'extérieur et puis ensuite on rentrera à l'intérieur bien évidemment, avant de continuer notre visite de cette vieille ville de Léon. Située sur la Plaza de Regla, la cathédrale de Léon, dédiée à Sainte Marie de Regla et familièrement surnommée Pucella Leonina, est un chef-d'œuvre des débuts du gothique espagnol, construite à partir de 1205 et terminée en 1301. Nous y sommes, enfin, regardez-moi cette beauté. Je vais reculer un petit peu pour qu'on la voit un peu mieux derrière moi, mais elle est absolument magnifique. Alors évidemment, dans toutes les villes ici en Espagne, il y a une cathédrale. On est toujours sur le chemin originel, le Camino Frances, donc le chemin français de Saint-Jacques de Compostelle. Et cette cathédrale est vraiment jolie. On va rentrer à l'intérieur pour voir ce que ça donne, bien évidemment. Et puis il y a également un petit musée de ce que j'ai compris. Donc voilà, on va prendre le temps de visiter tout ça. Et donc juste à côté de cette cathédrale, nous avons juste ici un bâtiment tout aussi particulier, on va dire, pas aussi joli bien évidemment que la cathédrale, mais assez joli quand même. C'est le diocèse de Léon. De ce que j'ai compris, c'est également un musée en lien avec la cathédrale et notamment toute la partie catholique religieuse ici de la ville. Pour y rentrer, c'est 1 €. Alors on verra si on le fait ou pas. Pas pour le prix évidemment, mais pour voilà, ce qu'il y a dedans. De ce que j'ai compris, il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la Semana Santa. Ça, on en avait déjà parlé pendant la première expé ici en Espagne. Donc voilà, on verra si on y va. Dans tous les cas, le bâtiment est assez joli. Et puis, on va longer cette cathédrale, histoire d'en faire le tour avant de revenir vers la façade et de rentrer à l'intérieur. À l'époque romaine et de la Légion 7 Gemina, il y avait sur cet emplacement des thermes et d'autres bâtiments publics dont il reste encore aujourd'hui quelques restes. Ce n'est qu'à partir de 916 que le terme de cathédrale va voir le jour, et plus précisément lorsque le roi Ordonio II fait don de son palais royal afin de le transformer en lieu sacré. À sa mort en 924, soit seulement 10 ans après les débuts de son règne, ses restes y sont disposés. Bon, juste ici, alors on est toujours en face de la cathédrale qui est juste là, et juste à côté donc de ce fameux musée du diocèse que l'on ira, où l'on ira peut-être, que l'on fera peut-être. On a un bâtiment ici qui est assez particulier, c'est le palais épiscopal, et a priori on peut accéder à une petite partie, ou en tout cas la cour. On ne peut pas accéder à tout puisque c'est là où il y a les archives notamment du diocèse et où voilà, il y a des bureaux administratifs, etc. Mais on va essayer d'y rentrer pour voir au moins la cour, et puis ensuite on continue notre petit tour de cette cathédrale avant de rentrer à l'intérieur. Situé juste en face de la cathédrale, le palais épiscopal a connu de nombreuses reconstructions, mais la dernière réhabilitation de ce bâtiment datant du XVIIe siècle offre désormais une belle cour pavée de pierre avec vue sur le haut de la cathédrale. Situation de cette cathédrale primitive au milieu du XIe siècle, notamment à la suite de politiques confuses et différentes guerres, va conduire le roi Ferdinand Ier le Grand, avec l'aide de sa sœur Urraca, à débuter la construction d'une deuxième cathédrale désormais sur le style gothique. Bon, là je suis arrivé derrière la cathédrale. Alors c'est là qu'on voit que la cathédrale est quand même plus petite que celle qu'on a vue à Burgos, puisque
à l'arrière, on est beaucoup plus bas et voilà, il y a beaucoup moins d'ornements, etc. Mais elle est quand même jolie, hein, elle reste quand même très jolie de l'extérieur. Une ville plutôt calme ici à Léon de manière générale, elle est plus petite que Burgos comme je vous l'ai dit, donc voilà, c'est déjà un peu plus calme. Le centre-ville est aussi un petit peu plus petit, mais on va quand même prendre le temps de découvrir tout ça puisque c'est des villes qui sont assez riches en histoire et en patrimoine. Donc voilà, on va prendre le temps de se balader ici tranquillement. Bon, je suis face à un petit dilemme. On est ici, si on repasse par cette porte, on revient vers le devant de la cathédrale et notamment en longeant le musée. Mais si on continue dans cette rue, on longe un petit peu les sortes de forteresses qui protégeaient à l'époque la cathédrale et la vieille ville. Donc, ce que je vous propose, c'est de longer cette rue, de voir tout ce qu'il y a dans cette zone et de revenir ensuite vers la cathédrale pour rentrer à l'intérieur. Comme ça, au moins, toute cette zone sera faite. Allez, c'est parti. L'ancienne muraille romaine comportait 4 portes, chacune située à l'un des 4 points cardinaux qui donnaient accès aux principales voies de la ville. Bon, c'est assez fou, hein. Toute cette muraille, ça me rappelle un petit peu la ville de Lugo. On n'est pas très loin d'ailleurs hein, de Lugo. Et on y était déjà passé. Si tu n'as pas vu la vidéo, c'est juste ici. Mais voilà, en tout cas, des belles petites tours, un beau mur là. Une belle enceinte médiévale qui à l'époque évidemment protégeait la vieille ville de Léon et les défendait hein, tout simplement, puisqu'ici c'était une zone assez importante d'un point de vue militaire. Donc il fallait la protéger, il fallait la défendre. Et toutes ces fortifications de l'époque, que ce soit ici, que ce soit à Lugo, permettaient de défendre la ville et de la protéger tout simplement. Donc voilà, on longe toute cette zone et puis ensuite on reviendra par l'intérieur pour aller vers cette fameuse cathédrale. Voilà, j'ai pris un premier virage et on voit la différence juste ici, toute cette plateforme entre guillemets, c'était la place de l'ancienne tour et sur toute cette zone, eh bien il n'y a plus aucune tour, il n'y a plus que le mur de cette forteresse. Je ne sais pas trop combien de temps ça dure pour longer toute cette forteresse, je sais qu'à Lugo ça mettait au moins une bonne demi-heure, donc on va voir, écoutez, on se laisse porter, mais en tout cas c'est les vestiges du passé, c'est l'histoire de la ville et c'est toujours intéressant de la découvrir ensemble. Bon, je suis arrivé sur une porte, je pense la porte principale hein, à l'époque de la ville, l'une des portes en tout cas principales qui permettait de rentrer à l'intérieur de cette forteresse. Et on a les petites explications et on voit notamment le schéma, c'est sous forme d'un rectangle juste ici. Et il y a encore beaucoup de restes, de vestiges sur quasiment toute la zone. Donc écoutez, on va quand même rentrer à l'intérieur de la ville, mais je pense qu'au fur et à mesure on retrouvera des petits vestiges de cette forteresse médiévale. À l'époque du Moyen-Âge, et profitant d'une fortification romaine déjà existante, un château fut construit dans cette zone et servi de prison à la ville, d'où le nom d'Arc de la Prison. Je viens tout juste de passer la porte là, on a les murailles toujours de l'autre côté, et juste là on a le centre d'interprétation del Leon Romano, donc de l'époque romaine de la ville de Léon. A priori on peut rentrer, c'est gratuit, on peut accéder aux murailles, donc on y va. Écoutez, un peu par hasard, comme d'habitude, j'ai découvert un musée, c'est gratuit et c'est tout simplement un musée où on est à l'intérieur des forteresses, où il retrace un petit peu l'histoire romaine de la ville de Léon. Donc voilà, on va visiter un petit peu ce musée, a priori c'est à peu près une demi-heure de visite et à l'intérieur on peut accéder notamment au rempart de l'intérieur, donc voilà, c'est parti. À l'époque de sa construction, le bâtiment abritait une usine, une salle d'impression, un atelier, une maison de retraite, un oratoire et des zones résidentielles. Après s'être transmis de génération en génération au sein de la même famille, le bâtiment est désormais municipal et abrite le centre d'interprétation de l'époque romaine dans la ville de Léon. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dehors et on peut accéder carrément au-dessus des remparts, donc voilà, directement par le musée. Et on a un beau point de vue sur les toits de la ville. Alors on n'est pas si haut que ça, hein. Je pense qu'on est à peu près à 10 mètres. Les remparts évidemment faisaient à peu près 10 mètres à l'époque. Et là il y a les ruines d'une ancienne cathédrale, d'une ancienne église il paraît,
juste en bas là. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près, même si on peut pas trop se rapprocher. Mais voilà, plutôt sympa de découvrir des petits endroits comme ça. On est complètement au-dessus des remparts que l'on a longés tout à l'heure. Dans le jardin, on retrouve les vestiges de l'église de Santa Marina la Antigua, une paroisse qui occupa cet espace de l'ancienne ville à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe et qui fut construite sur un ancien monastère documenté depuis le milieu du XIe siècle. Oui, ici on a les ruines vraiment de l'époque romaine. Là on a un plan de la ville de 74-75, de l'an 74-75, donc ça remonte un peu. Plutôt intéressant ce petit plan avec déjà des forteresses tout autour de la ville, avec les arènes, et puis on a également les vestiges quand même de cette époque. Alors évidemment il en reste pas beaucoup, mais on en a quand même un petit peu. Voilà, plutôt sympa d'avoir ce genre de vestiges de l'époque et de l'histoire de la ville. Sur cette place de Santo Martino, le bâtiment principal est l'ancien hôpital de San Froilán, fondé au XIIe siècle et dirigé par les chanoines de Saint-Isidore, devenu au XVIe siècle le couvent des franciscains déchaussés. Bon, juste à côté, je suis arrivé là sur la Plaza de Santo Martino avec la statue d'Alfonso IX, donc d'Alphonse IX, le roi de Léon entre 1185 et 1250. Et puis on va continuer, juste en face de nous, on a un bâtiment absolument magnifique et c'est un hôtel 3 étoiles, mais il est vraiment joli. Et on va s'enfoncer un peu plus là, dans les vieilles rues de la ville de Léon pour continuer de découvrir cette jolie ville, assez historique. C'est vraiment sympa toutes ces petites villes en Espagne là. Autre édifice remarquable, les dépendances de l'église de Saint-Isidore et le nouveau couvent construit au XVIe siècle dont subsiste encore la porte d'entrée au trait néoclassique. Faisons un retour en arrière, en 1063 précisément, date à laquelle les reliques de Saint Isidore sont transférées de Séville à Léon. C'est à cette époque que l'histoire de la Royale Collégiale de Saint Isidore débute comme monastère féminin. La basilique de Saint Isidoro, que nous avons devant nous, date du XIIe siècle lorsque Sancha Raimundez agrandit l'église déjà modifiée et reconstruite en pierre de style romain à l'époque des rois Ferdinand I et Sancha, et consacrée à Saint Isidore en 1063. Donc juste à côté de l'hôtel qui a installé son hôtel-restaurant au sein de l'ancien cloître, comme on l'a vu, là on a la basilique des San Isodoro de León. Donc on va voir ce que ça donne, on va aller à l'intérieur, voir si c'est sympa ou pas. Normalement ça devrait l'être, j'imagine. Et puis de manière générale, de toute façon, on est sur une petite place là, vraiment toujours dans le cœur historique de cette ville de Léon. Assez sympa. Ça n'a pas l'air très très grand, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir, comme d'habitude dans ces villes assez historiques d'Espagne. À l'époque d'Alphonse V, une ancienne église dédiée à Saint Jean-Baptiste occupait cet emplacement. À l'intérieur de cette église, on découvre un plan de croix latine de 3 nefs avec la centrale plus haute que les autres et des arcs polylobés d'influence islamique. Placée sur le maître-autel au centre de la nef centrale, la châsse reliquaire en argent abrite les restes de Saint Isidore. Juste avant, vers le milieu du XIe siècle, les rois Ferdinand I et sa femme Sancha, dont la collégiale est encore leur palais royal, ordonnent la construction d'un panthéon afin d'honorer la mémoire des rois du royaume de Léon, l'un des plus importants de la chrétienté au Moyen-Âge. Ce royaume a débuté durant l'année 910 lorsque la capitale fut déplacée à Léon et s'est poursuivi jusqu'à la réunification entre les royaumes de Léon et de Castille sous le règne de Ferdinand III en 1230.
Dans ce panthéon des rois de Léon, dit la chapelle Sixtine de l'art roman, furent enterrés 11 rois, 12 reines, 10 enfants, 9 comtes et d'autres membres de la noblesse. Les plus notables sont Alfonso V, qui réorganisa le territoire de Léon en promulguant son droit local, un texte rassemblant divers privilèges pour ses sujets, Ferdinand I et Sancha, sa femme, qui augmenta les frontières du royaume à Valence et contribuèrent à l'arrivée de l'art roman dans la péninsule ibérique, Alfonso VI, qui continua l'expansion du règne avec notamment la reconquête de la ville de Tolède, Doña Urraca, sœur d'Alfonso VI, qui commanda les peintures du Panthéon et qui est à la création du calice en donnant certains de ses bijoux, perles, saphirs, émeraudes, désormais à l'abri dans l'une des pièces de ce monastère. Ce calice est composé de 2 pièces en agate d'époque romaine datées du 1er siècle, dont la coupe supérieure est revêtue d'or. Et enfin Alfonso IX qui a réuni la première assemblée parlementaire d'Europe en 1188 dans le cloître primitif, faisant de Léon le berceau du parlementarisme par l'UNESCO avec le titre de Mémoire du monde ayant ouvert le chemin à la participation du peuple dans la prise de décision. Si ce lieu est un endroit unique, c'est en partie grâce aux chapiteaux décorés et chargés de symbolisme, mais c'est également et surtout les peintures murales qui sont réalisées avec une technique spéciale, ce qui a permis leur conservation extraordinaire jusqu'à nos jours, 10 siècles plus tard. À la même époque, le monastère avait un important scriptorium où les moines copièrent les codex conservés aujourd'hui au musée, mais nous y reviendrons. Pour ce qui concerne le cloître, le premier niveau fut construit dans un style plateresque au XVIe siècle sur ordre de l'abbé Fonseca et le deuxième niveau dans un style néoclassique et le fruit d'une reconstruction au début du XVIIIe siècle. Il reste cependant une galerie datant du Moyen Âge adjacente à la basilique et construite pour relier le portique à l'église primitive. Le cloître s'ouvre ensuite sur diverses chapelles dont celle des Vacca, où se trouvent 2 éléments intéressants de la collégiale. Premièrement le coq, girouette de la tour fait de cuivre plombé recouvert d'or, datant du 6e ou 7e siècle, est arrivé à Léon comme présent après la reconquête de Tolède par le roi Alphonse VI, mais également une cloche mozarabe considérée comme la plus ancienne d'Europe, fondue en 1086 et possiblement utilisée devant le fameux chevalier d'El Cid. Au fil des siècles, les rois de Léon réunirent un important trésor qui, grâce aux chanoines de la collégiale qui continuent toujours de s'en occuper, est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. On retrouve notamment le coffret aux ivoires, fabriqué dans l'atelier d'ivoire de Léon vers l'année 1059 et représentant les 12 apôtres avec sur le couvercle l'agneau mystique entouré de la cour céleste. L'une des salles les plus importantes est la tribune royale, construite au XIe siècle pour communiquer le palais royal avec l'église et qui servait, comme son nom l'indique, de lieu d'où les rois assistaient aux offices religieux sans être mélangés avec le peuple. Elle fut ensuite transformée en scriptorium jusqu'au XVIe siècle avant de devenir la salle capitulaire du monastère afin d'accueillir les réunions du chapitre. C'est à ce moment que la porte monumentale et la salle fut décorée avec les peintures murales qui représentent un calvaire, la conversion de Saint-Augustin et des chapitres de l'histoire de Los Milagros de San Isidoro. Revenons donc sur ce scriptorium qui fut l'un des plus importants d'Europe, notamment au XIIe siècle où San Martino dirigeait le travail des copistes et des miniaturistes avec 7 moines à temps plein et soutenus financièrement par la reine Berenguela. À cette époque, on écrivait sur le parchemin obtenu de la peau d'agneau nettoyée avec soin, puis traitée à la soude caustique afin d'éliminer les impuretés et de laisser une superficie complètement lisse. Ce scriptorium fut considéré comme chancellerie royale via la réalisation de plusieurs documents comme des testaments, des privilèges, des lettres de fondation royale, de commerce, mais il est également le réalisateur de la Bible du XIIe siècle, des codes de San Martino, des morales sur Job, des livres de chœur et des sermons. Du XVIe au XVIIIe siècle, le cloître et les endroits monastiques furent agrandis en construisant notamment une importante bibliothèque. Celle-ci est un exemple d'architecture de la Renaissance de premier ordre à Léon. Elle fut construite en 1534 afin d'abriter les vastes fonds de la bibliothèque capitulaire. Aujourd'hui, ce sont 2000 volumes datés entre le Xe siècle et le XVIIIe, dont plus de la moitié sont considérés comme livres rares, imprimés entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La salle est surmontée d'une coupole centrale de forme ovale, décorée des visages des prophètes, de têtes de mort, de fleurs et de festons, ainsi que plusieurs pendentifs, dont 4 médaillons attribués à Juan de Juni, disciple de Michel-Ange, où sont représentés les évangélistes. Bon, juste à côté de la basilique, on a le musée de San Isidoro. Par contre, on retrouve évidemment les traces, les vestiges de cette muraille médiévale, de ces remparts. Voilà, tout autour de cette ville, évidemment, on a les vestiges de ces remparts que l'on a déjà vu un petit peu depuis le bas et depuis le haut, puisqu'on est rentré dans ce fameux musée. On va repartir
se balader un petit peu dans cette ville de Léon. J'ai pas trop de plans comme d'habitude, hein, mais comme d'habitude également. C'est comme ça qu'on arrive à trouver de belles petites pépites. Donc c'est parti. Quand je vous disais que les murailles n'étaient jamais loin, je suis arrivé là sur un parc plutôt mignon, un petit jardin avec juste là-bas la maison construite par Gaudi, le palais de la province de Léon et juste ici les murailles. Donc ce parc a été construit vraiment à l'intérieur des murailles, des remparts et on peut même monter dessus, donc on va y aller. Je ne sais pas où ça nous mène, je ne sais pas si on peut redescendre de l'autre côté ou pas, mais dans tous les cas on va monter dessus, on a le temps. Regardez-moi ce ciel bleu, ce soleil, franchement ça fait plaisir. Donc voilà, on a bouclé un peu la boucle, on est revenu ici au point de départ et on va repartir ensuite vers cette fameuse cathédrale puisqu'on n'est toujours pas rentré dedans et c'est quand même le monument majeur de cette ville de Léon. Les dimensions de la nef sont impressionnantes. 90 mètres de long, 29 mètres de large et 30 mètres de haut divisés en 3 parties de l'entrée au transept et en 5 du transept à l'autel principal. Le retable central est un exemple du style gothique international du XVe siècle réalisé par Nicolas Frances au cours du XIVe. Juste devant celui-ci se trouve une châsse d'argent qui abrite les reliques de saint Froilan, le patron de Léon. Mais ce qui émerveille le plus dans cette cathédrale, c'est cette exceptionnelle parure de vitraux de 1800 mètres carrés de surface répartis sur 125 panneaux et 57 médaillons, ce qui fait d'ailleurs d'elle la plus grande d'Espagne et sans aucun doute la plus précieuse. Bon, évidemment, comme toutes les cathédrales, c'est assez grand et assez majestueux. Là, en l'occurrence, c'est surtout les vitraux qui imposent un petit peu leur loi dans cette cathédrale. C'est absolument magnifique. Et tout le long, eh bien, on a des petites chapelles. On va évidemment les voir d'un peu plus près au fur et à mesure. Et puis également, après, on a un musée et un cloître. Donc voilà, la visite s'annonce assez longue, mais évidemment, toujours intéressante. Dans le déambulatoire et le transept, on observe de nombreux tombeaux gothiques, dont celui de l'évêque de Don Rodrigo, surmonté d'un arc à l'aube à l'intérieur de la chapelle dédiée à la Vierge del Carmen.
Et juste en face du retable central, le chœur réalisé au XVe siècle dans un style gothique et qui est surplombé par les deux orgues de la cathédrale. Ça y est, je viens de sortir de la cathédrale. Ici, il y a une magnifique porte qui mène à la cathédrale également et qui permettait de relier la cathédrale au cloître. Le cloître qui est juste derrière moi et dans lequel on va aller pour visiter le musée et le cloître bien évidemment. Et puis voilà, on continue cette petite visite de la cathédrale de León. En passant par le portail nord du transept où passaient les pèlerins et qui a conservé sa polychromie, on accède au cloître accolé à la cathédrale et ses arcades datant des XIIIe et XIVe siècles avec des voûtes remaniées au XVIe par Juan de Badajoz. Ça y est, on est donc dans ce fameux cloître assez impressionnant, il est assez grand, il y a beaucoup de choses, et notamment sur les plafonds, c'est très particulier, très décoré, très orné, franchement très joli. Tout le long là on a des statues qui datent de 1280-1290 et qui représentent tous les saints, donc là en l'occurrence Saint Bartholomé, pardon. Juste ici, Sainte Felipe juste là-bas, etc. Et puis au milieu on a des nuages, puisque le temps s'est vachement dégradé, et on a surtout tout ce temple, regardez ça, franchement très sympa, il n'y a pas grand monde, et puis voilà, on va prendre le temps de se balader par ici avant d'aller vers le musée juste après. En marchant dans les galeries, on découvre également des murs ornés de fresques murales réalisées par Nicolas Frances au XVe siècle, mais également plusieurs tombeaux romans et gothiques. Ça y est, j'arrive presque à la fin de cette visite du cloître et de la cathédrale. De ce côté, on repère, alors évidemment toujours les plafonds, mais aussi les peintures. Alors il y en a tout le long, en réalité, hein, tout le tour de ce cloître, mais elles sont beaucoup mieux conservées de ce côté-là. Alors je ne sais pas si c'est parce que le soleil ou l'humidité ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, on les voit mieux là, on arrive à mieux les apercevoir ici que tout autour des autres murs de ce cloître. Et pour vous donner une petite info, finalement le musée on ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut repayer encore. Alors pour rentrer dans la cathédrale et dans ce cloître, il faut payer 7 €. Et pour rentrer dans le musée, si on n'a pas fait la cathédrale et le cloître, il faut payer 5 €. Et si on a déjà fait la cathédrale, il faut payer seulement 3 €. Mais voilà, on ne va pas le faire. C'est un musée sur l'art catholique, romanesque, etc. Qui a l'air assez intéressant, mais assez grand aussi. Et on va en rester là pour cette visite de la cathédrale, du cloître. Pour aujourd'hui, nous, on va repartir dans les rues, je récupère mon sac et on continue notre visite de la ville de León. Bon, ça y est, on vient de sortir juste ici là, du musée cloître, le musée qu'on n'a pas fait, mais le cloître en tout cas. On est en train de longer ce mur qui est absolument particulier, avec des briques, des grosses pierres, des toutes petites pierres. C'est assez particulier, il y a beaucoup d'endroits comme ça dans la ville avec un mélange assez
assez particulier, on va dire, voilà, pour la construction des murs. Nous, on va continuer de découvrir un petit peu la ville de León. On reste dans la partie qu'on a faite déjà depuis ce matin, mais cette fois, on va être à l'intérieur des remparts, à l'intérieur de la forteresse, pour voir un petit peu ce qui s'y cache, et puis ensuite, on passera de l'autre côté de la cathédrale pour visiter la suite et le reste de la vieille ville de León. L'église de Santa Maria la Real a été bâtie dans la seconde moitié du XVIe siècle sur ordre de l'évêque Juan de San Millán. Juste ici, l'église Santa Marina la Real. Mais il y a une messe, donc on va pas rester trop longtemps. C'est pas quelqu'un qui est en train de faire la messe ici, mais c'est quelqu'un qui fait la messe dans une autre église de la ville, et le son est retranscrit dans toutes les églises. C'est très courant ici en Espagne, peut-être en France aussi d'ailleurs, mais voilà, dans tous les cas, une jolie église de l'intérieur plus que de l'extérieur pour le coup ici. On continue de se balader, on va rentrer un peu plus dans les vieilles rues là, avec pas mal de bars, restaurants, ça devrait être sympa. Bon, ça y est, on est pas mal. J'ai fait un petit détour parce que j'avais repéré cette belle porte qui mène à un superbe immeuble là. Je vais repartir en face de moi. On a cette fameuse cathédrale là qui est un peu au coucher du soleil. Ça va être très sympa. Et puis on va traverser tout simplement de l'autre côté pour continuer notre balade. On a fait déjà une très bonne partie, hein. Là on a encore à peu près un quart de la vieille ville à faire de l'autre côté de cette fameuse cathédrale avec les remparts encore, et puis ensuite on a la partie un peu plus récente qu'on ira voir, apercevoir, mais où on y restera un peu moins de temps. Bon, derrière moi, cette fameuse cathédrale. Tout à l'heure, on est parti derrière la cathédrale pour faire le tour et visiter toute la partie qu'il y a derrière moi, la vieille ville. La vieille ville, elle continue aussi un petit peu par ici, donc on va y aller et tout simplement suivre un peu les remparts là, hein, qui sont de l'autre côté, sur un petit bout de chemin, et ensuite se diriger plus vers le centre, notamment vers la Plaza Mayor et l'Ayuntamiento, donc tout simplement l'hôtel de ville. C'est parti. Construite au XVIIe siècle, vers 1660, sur l'un des premiers et plus importants marchés datant de l'époque médiévale, la Plaza Mayor se distingue par ses arcades posées sur des piliers de pierre et ses 2 étages à balcons. Ça y est, nous sommes arrivés sur cette fameuse Plaza Mayor. Alors partout en Espagne et dans toutes les villes pour l'instant du Nord, on a une grosse place, majoritairement la Plaza Mayor ou la Plaza de la Constitución, et il y a l'hôtel de ville en général sur cette place. Donc là on peut le voir, elle est en travaux par contre, donc on ne peut pas faire tout le tour complet, mais en tout cas les places se ressemblent pas mal par ici en Espagne. Et juste ici, donc ces fameuses hôtels de ville, l'ancien bâtiment en tout cas de l'hôtel de ville, puisqu'il y a un nouveau bâtiment dans la partie un peu plus récente et on ira un tout petit peu après juste pour la voir. Mais voilà, l'ancien bâtiment, l'hôtel de ville, et derrière il y a toute la partie de la vieille ville, en plus de ce qu'on a déjà fait. Donc on va y aller, on va visiter, on va prendre le temps de découvrir toute cette ville de León de A à Z. Cette place est présidée par le vieux consistoire, connu comme le balcon ou le mirador de la ville, d'où les citoyens assistaient à tout type d'actes publics et qui servait également à vendre, acheter ou même légiférer.
Bon, je sors tout juste du marché couvert, des halles tout simplement, puisque dans toutes les villes ici en Espagne, il y a encore les halles plutôt vides, pas grand exposant, pas grand commerçant, d'ouvert, donc pas beaucoup de monde par définition, mais bon, c'est pas grave. Et juste là, on a a priori un bâtiment, je ne sais pas trop ce que c'est un centre d'interprétation del Reino del León, donc un peu comme le centre d'interprétation romain que l'on a fait tout à l'heure. Je sais pas, on va voir si on peut rentrer dedans. Et dans tous les cas, bon, on continue de se balader. Le palais des comtes de Luna est au cœur de la vieille ville, situé à l'angle sud-ouest de la muraille tardo-romaine. Bon, on a pu rentrer dedans, comme le centre d'interprétation romain, c'est gratuit. Et en fait, ici, ça retrace un peu l'histoire de la royauté dans la région de Léon, avec la monarchie, etc. Donc plutôt intéressant, tout est en espagnol malheureusement. Donc un peu la flemme de tout traduire et de faire l'effort de lire et de comprendre. Parce que c'est quand même compliqué pour moi de lire et de comprendre l'espagnol pour le moment. Mais bon, voilà, le bâtiment reste joli, il a été bien réhabilité. Il n'y a pas beaucoup d'anciens murs, d'anciens vestiges, donc c'est pas très grave, au moins on se balade, puis on découvre un peu les monuments de la ville. Il est organisé en 3 parties, le corps gothique, la tour de la Renaissance et l'ensemble central encadré par les deux. Ça y est, je suis ressorti, donc c'était en fait un ancien palais qui a été un peu réhabilité, un peu beaucoup même d'ailleurs, et voilà, transformé en centre dédié à la monarchie de Léon, de la région de Léon, pas que de la ville, puisque Léon c'est aussi l'une des provinces de la région Castille et Léon, et c'est une ville évidemment ici, où l'on est d'ailleurs. Donc le programme maintenant, ça va être d'aller sur la gauche, sur la place où on a commencé cette vidéo à côté de la maison de Gaudi, construite par Gaudi. Il y a plusieurs autres bâtiments avec une petite place, donc on va aller voir tout ça. Il y a une église aussi, et puis ensuite on se dirigera vers la partie un peu plus récente, un peu plus nouvelle, un peu moins intéressante aussi d'un point de vue historique. Mais bon, on va la faire rapidement, juste histoire de longer cette grande rue, et puis ensuite on terminera cette vidéo de nuit. J'irai refaire un petit tour dans cette ville de nuit pour voir les bâtiments illuminés. La Plaza de San Marcelo est une place historique, offrant un mélange entre l'histoire ancienne et la culture contemporaine espagnole. Le bâtiment emblématique est l'Hôtel de Ville, ou Palais de la Puridad, construit à partir de 1584 à l'emplacement de l'ancien édifice médiéval. On est donc arrivé sur la Plaza de San Marcelo, avec juste ici un superbe bâtiment qui a priori abrite l'office de tourisme et peut-être la police locale, j'ai pas tout compris, puisque c'est marqué la police à côté. Donc c'est jouable, bref, on est juste à côté de cette fameuse maison construite par Gaudi, du palais que l'on a visité également, et d'une église dans laquelle on va aller, si on peut y rentrer du moins, et puis ensuite on continuera juste après dans la grande rue principale avec tous les commerces, etc. pour voir ce que ça donne. Et ensuite on terminera cette vidéo donc de nuit pour voir un petit peu ce que ça donne également. Léon de nuit, en espérant qu'il ne fasse pas trop moche. Depuis la place Santo Domingo, l'avenue Odonio 2 est la principale avenue du Nouveau Léon et sa principale artère commerciale depuis son expansion à la fin du XXe siècle et sa demi-piétonisation. Connue auparavant sous le nom de Paseo de las Negrias, elle est la correspondance de la route qui reliait la vieille ville à la rivière Bernesga et la gare ferroviaire arrivée en 1863. Bon, ça y est, on est arrivé au niveau du cours d'eau là qui sépare vraiment le centre-ville du reste. Donc on va pas passer le cours d'eau, on va rester par ici dans le centre-ville. Et comme à Oviedo, si vous vous en souvenez, si vous avez vu la vidéo, on a la date ici qui change tous les jours, puisqu'aujourd'hui on est le 13
03 et tous les jours ils changent le numéro du jour, du mois, etc., etc. Donc voilà, nous on est sur la grande place. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller par là-bas, longer un petit peu tout ça, cet espace vert, et puis ensuite retour vers le centre-ville, et puis on se retrouvera cette nuit pour continuer la visite de Léon. Comme prévu, on est de retour dans les rues de Léon, mais cette fois de nuit. C'est pour se balader juste derrière moi la maison Casa Botines, construite par Antonio Gaudí. Juste ici, le palais dans lequel on est rentré, le palais de Los Guzmanes, très joli palais. Et puis on va se balader un petit peu aujourd'hui et ce soir même dans les rues de Léon pour voir eh bien, les illuminations. Il fait beau, il fait pas trop froid, donc on va en profiter. On va faire beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui, hein, évidemment, mais voilà, juste se balader et voir un petit peu ce que ça donne. Regardez où nous sommes arrivés, évidemment la cathédrale. Toutes les cathédrales hein, ici sont illuminées, c'est absolument magique, c'est presque plus joli, ça les met presque plus en valeur la nuit je trouve avec toutes ces lumières. C'est absolument incroyable comment la pierre blanche ressort bien sur eh bien, la nuit et sur ces lumières là. C'est absolument magique. Et voilà, il nous salue, il est 21h45, ça sonne presque tous les quarts d'heure, c'est assez incroyable. Bref. Très jolie cathédrale bien évidemment illuminée. On va continuer de se balader un peu dans les vieilles rues de cette ville et puis voir ce que ça nous réserve. Bon, juste là, je suis revenu au niveau du marché du Mercado et du centre d'interprétation del Reino del León. Donc on est déjà passé par là évidemment hein, en journée. Et en fait c'est assez drôle parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment très animés, là où il y a quelques bodegas, quelques endroits restaurants où eh bien, ils proposent des tapas, des verres, etc. Et en même temps il y a des endroits où c'est complètement vide. C'est assez particulier de se balader dans ce genre de ville, mais bon c'est pas grave. C'est comme ça aussi qu'on découvre eh bien, la vie locale et surtout la nuit. Donc on va continuer de se balader un petit peu. Là je vais faire un petit tour encore. Puis ensuite on terminera cette visite de Léon et puis on se donnera rendez-vous pour visiter des nouvelles villes, toujours en Espagne, mais plus du côté de la Galice. Bon, juste derrière moi, tu reconnais, j'espère, la porte principale par laquelle on est revenu après avoir longé les remparts cet après-midi. Juste ici, le centre d'interprétation de l'époque romaine de Léon avec les vestiges que l'on a fait. Je repars dans l'autre sens. J'ai envie de retourner à l'endroit eh bien, où nous avions commencé cette vidéo, c'est-à-dire auprès de la maison construite par Antonio Gaudí. Et voilà, de terminer sur la petite place qu'il y a juste à côté avec d'autres petits bâtiments que je ne vous ai pas encore montré de nuit. Et ils sont illuminés, donc c'est plutôt sympathique. Donc c'est parti, on y va. Et on termine la vidéo d'abord.
C'est donc ici, sur cette place, juste à côté de là où on a commencé, puisque la maison d'Antonio Gaudi est juste là-bas, que l'on va terminer cette vidéo et cette visite de Léon. J'espère que cette ville t'a plu, tout autant qu'elle m'a plu. Ville très intéressante, un peu comme Burgos, comme Lugo, qui est pas très loin d'ici, et que j'avais déjà visité. C'est des villes vraiment historiques. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de monuments, beaucoup d'églises évidemment, mais il y a aussi les remparts, la partie médiévale, historique, romaine. Bref, plein de trucs. Forcément, on n'a pas tout vu, on n'a pas pu tout faire. C'est toujours une bonne excuse pour revenir dans ces villes. Mais dans tous les cas, on s'arrête là, nous, pour la visite de Léon. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Sur ce, à bientôt. Ciao.